La thématique qu'on aborde à présent, on est toujours dans la droite lignée des tables précédentes, puisqu'on s'intéresse à la désinformation comme arme de guerre avec nos 4 invités. Voici l'honneur, le plaisir et l'avantage d'accueillir Margot Ben. Bonjour. Bonjour. Là, je n'ai pas été super sympa. Là. Est-ce que son micro est ouvert? Test. Oui, parfait. Vous êtes journaliste, grande reporter de guerre et prix Albert Londres 2022. On peut l'applaudir. Pas interdit. Alexander Samuel, vous êtes enseignant au lycée professionnel, auteur d'une alerte de santé publique sur les gaz lacrymogènes. Vous luttez contre la désinformation et la fraude scientifique et accessoirement docteur en biologie moléculaire. Mais comme on a eu le plaisir de vous avoir en intervention en tant que citoyen hier, vous étiez docteur en biologie moléculaire. C'est encore comme ça qu'on vous appelle, mais vous avez quand même évolué depuis. Exactement. Ouais. Et on peut l'applaudir. Mon vieux poteau Sébastien Dieguez qui s'est fait endormir par Willy Lafranc, et donc il participe à 17 tables. Sébastien est docteur en neurosciences, il s'intéresse au complotisme. On peut l'applaudir. Bravo Sébastien. Merci. Le courage de nous supporter. C'est ma dernière. Hein. Ouais. Sébastien a 24 ans, donc il est déjà bien mâché, bien fatigué. Ça se voit à la position dans le fauteuil. Oui. Là, il est obligé de trouver le confort. Il s'intéresse donc au complotisme, au lien entre psychologie et littérature, à la formation des croyances. C'est Éric Valmire. Bonjour. Bonjour. Éric est journaliste et secrétaire général de l'information du groupe Radio France. Alors peut-être, on va évidemment... Enfin, vous ne connaissez pas la tambouille interne, mais en général, les gens se parlent, on collabore sur un document commun. Donc, qui a bien travaillé là? C'est Alexander, je pense. Ouais, moi, comme je suis le plus mauvais sur le sujet, j'ai triché, j'ai préparé autant que possible. Alexander souffre de plusieurs troubles. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. Tout à fait. On va en parler. Allongez-vous un petit peu en arrière. On a débunké la psychanalyse hier, donc ça, c'est bon. C'est bon. Vous êtes complètement légitime. En tout cas, votre légitimité, vous l'êtes gagnée. Non, j'ai pas une légitimité institutionnelle, c'est ça que je veux dire. Voilà. Comment on fait alors? Comment on fait? On vous invite quand même. Bah, on c'est pense gentil que de m'avoir vous êtes invité. légitime. Nous, au REC, on pense que vous êtes parfaitement légitime. Non, j'ai contribué un peu dans le sujet pour donner une légitimité sur la guerre de l'information. J'ai contribué un peu à certaines enquêtes de Bellingcat et j'ai travaillé avec une autre ONG qui s'appelle Forensic Architecture. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas de regarder ce que c'est. Et j'en parlerai, je pense, tout à l'heure. Dans une table précédente, on a parlé, je reste avec vous, du concept de confusion. Je crois que c'est intéressant. Expliquez-nous justement en quelques mots sur la désinformation, ce que c'est que la confusion. Alors, en gros, c'est dans les stratégies de désinformation en guerre. Alors là, je me réfère au travail que j'ai découvert grâce à Dan Cazzetta, qui est spécialiste des armes chimiques de la Maison-Blanche, qui était spécialiste des armes chimiques de la Maison-Blanche, et qui est expert pour les armes chimiques de Bellingcat. Donc, il a écrit un livre. Juste peut-être on rappelle ce qu'est Bellingcat, j'imagine. Bellingcat, ouais, c'est une ONG de renseignement, qui fait de l'OSINT, on dit de l'Open Source Intelligence, donc du renseignement open source. Et donc il fait des enquêtes. Ils sont très connus pour avoir été ceux qui ont démontré que c'est Bachar el-Assad qui utilisait des armes chimiques contre sa population. Donc ils font des enquêtes actuellement sur l'Ukraine, donc on pourra en parler, mais ils utilisent tout ce qui est documents open source disponibles sur les réseaux pour prouver des choses. Et donc j'ai bossé sur les gaz lacrymogènes, comme je disais, et je me suis retrouvé à envoyer les dossiers à des spécialistes de chimiques, des toxicologues, etc., partout dans le monde, en leur disant je souffre du syndrome de l'imposteur, et je sors de nulle part, mais j'ai fait un gros dossier, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Et donc parmi ces spécialistes, il y a Dan Cazzetta qui m'a dit que c'était du très bon travail, et qui m'a en plus proposé, du coup, pour me donner une crédibilité scientifique, entre guillemets, d'être son traducteur sur un livre, donc je suis son traducteur français, d'un livre qui s'appelle Neurotoxique et qui fait l'histoire des agents neurotoxiques. Et donc c'est lui qui m'a un peu initié à ces choses-là que je connaissais pas. J'ai lu un peu. On va vite parler des Russes. Hein. Ouais. De toute façon, il va planer un air de Russie et d'Ukraine. Un air de Russie. Donc j'ai lu un petit peu les documents ce qui m'a fourni sur l'affaire Skripal, et j'ai regardé un peu. J'ai jamais regardé les sources de ce que je traduis parce que je voulais quand même voir ce que je traduisais. Donc j'ai beaucoup enquêté sur cette affaire Skripal moi-même par-dessus pour vérifier. Et donc il a présenté l'affaire Skripal, et je pense que c'est le meilleur moyen d'illustrer cette confusion. Donc, en gros, l'affaire Skripal, elle peut se résumer très simplement. Une personne qui a été échangée dans un échange d'espions avec la Russie était un Russe qui avait espionné pour le compte de l'Occident et vivait une retraite paisible à Londres. Et il a été empoisonné au Novichok par des agents secrets russes sur le territoire anglais.
ce qui est extrêmement grave en quelque sorte diplomatiquement. Ça serait normalement un incident, limite un casus belli à mon sens. Ça aurait pu déclencher une guerre, hein, ce genre de choses. Et la Russie, et surtout par les médias RT, ont réussi à noyer totalement cette information, à créer des tas de narratifs contradictoires les uns avec les autres. Donc ils ont inventé par exemple d'abord que non, c'est pas vrai, il n'y avait pas d'agent chimique qui s'est empoisonné, c'était un empoisonnement alimentaire. Ensuite ils ont raconté en même temps, l'heure suivante sur le même média, non mais en fait ça vient de leur base secrète à Porton Down en Angleterre. Ils ont une base secrète qui se trouvait pas loin de l'endroit où était domicile Skripal. Évidemment les agents neurotoxiques ne peuvent pas se déplacer à plus de 500 mètres à la ronde, donc c'est parce que ça se trouvait à 500 mètres de cette base qu'il a été empoisonné par les Anglais et non pas par des agents russes, par des espions russes. En fait l'idée on en sourit, mais l'idée c'est d'entretenir l'idée c'est d'envoyer plein de narratifs contradictoires les uns avec les autres, de manière à ce que, et l'objectif tactique n'est pas d'avoir un narratif qui est imposé, que les gens croient à l'un ou l'autre de ces narratifs. L'objectif tactique est de créer une confusion, que ça fasse un espèce de plat de spaghettis indémêlable, et qu'au final on se dise je comprendrai jamais rien à cette histoire, ça me prend trop de temps à essayer de la comprendre, je vais pas vérifier, je vais laisser un doute. Et donc c'est une sorte de reddition intellectuelle. On ne va pas avoir la version finale officielle, ou du moins on va en douter, on va pas trop savoir, puis on va dire on démêlera jamais le vrai du faux, laissons tomber. Voilà. Sébastien Dieguez, en tant que chercheur, justement, cette notion de confusion, ça date pas d'hier. Il y a de l'histoire derrière, on s'y intéressait depuis longtemps. Oui, quand on s'intéresse à la désinformation, je pense qu'il faut... C'est pour ça que c'est un sujet difficile à définir, parce que c'est quelque chose qui évolue, qui s'est adapté au fil du temps, quoi. À mesure qu'on agit, qu'on lutte, qu'on dénonce la désinformation va prendre un autre visage et va s'adapter. Je voulais juste dire quelques mots sur un texte important que je recommande toujours, qui s'appelle « Les fausses nouvelles en temps de guerre ». C'est de l'historien Marc Bloch, ça date de 1926. Vous pouvez trouver ça sous la forme d'un petit livre, ça fait une vingtaine de pages. Et il y a des choses vraiment très intéressantes certaines résonnent beaucoup avec l'actualité, mais d'autres pas tellement, puisqu'évidemment, en 1926, lui, il décrivait ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale. Donc, parenthèse, une des premières fausses nouvelles sur laquelle il avait mis la main dans la Première Guerre mondiale, c'était l'idée, la rumeur que les Russes allaient intervenir et mettre un terme à tout ça et nous sauver. Les Russes allaient bombarder Berlin. En 1914. Et ça, donc, pour le coup, là, les Russes, c'était les gentils, mais évidemment, c'était une fausse nouvelle, c'était une rumeur qui circulait, personne ne sait vraiment d'où elle venait, et Marc Bloch essaye d'identifier la façon dont circulent ces fausses nouvelles, et pourquoi particulièrement en temps de guerre. De façon intéressante, déjà à cette époque-là, lui, il écrit en 1926, il dit ce serait intéressant que nous autres historiens, on fasse de l'histoire pour les choses très récentes, quoi, pas pour les choses anciennes. Et donc, il est urgent d'identifier toutes les fausses nouvelles qui ont circulé pendant cette guerre-là, le temps qu'on a ces informations à portée de main, sinon elles vont vite disparaître. Et d'autre part, ce serait bien que nous autres historiens, on prête un peu attention aux autres disciplines. Et c'était sympa de sa part, il mettait en avant la psychologie. Il disait les psychologues ont des choses super intéressantes à nous apprendre sur la façon dont les informations sont reçues, et en particulier les fausses informations. Et donc déjà dans ce texte, il disait les fausses nouvelles, en fait, c'est pas des choses qu'on arrive à enfoncer dans le cerveau des gens indépendamment du contexte et de leur contenu, mais c'est généralement des choses qui entrent dans des cerveaux préparés. Que les fausses nouvelles sont généralement des choses qui nous arrangent, qui sont plaisantes, et c'est celles-là qui vont avoir un certain succès, quoi, on va dire. C'est celles-là qui vont prendre. C'est pas des choses qui nous plaisent pas ou qui n'ont pas de sens pour nous. Donc je vous encourage à mettre la main sur ce texte, parce qu'il y a vraiment plein d'autres de choses de ce genre-là, qui évidemment aujourd'hui lui dit comment circulent les informations. Il y a des agents intermédiaires, des soldats en permission, des infirmières,
ferroviaires, les chauffeurs de train, etc. Donc il y a toute une mécanique comme ça de la transmission, littéralement de bouche à oreille d'informations en temps de guerre où il y a la censure des médias, où on ne peut plus se fier à la presse de toute façon. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on est face à un terrain qui a bien changé. On n'a plus besoin d'interroger le chauffeur de train ou le colporteur à nouvelles pour voir circuler des fausses nouvelles. Alors justement, on va y aller sur le terrain avec nos deux journalistes. Je me tourne vers Éric Valmire. J'aime bien cette formule, je me tourne. Je suis déjà tourné vers vous, Éric. Je vais le faire. Je me tourne vers Éric Valmire. Vous chapeautez évidemment l'ensemble des équipes de Radio France. La désinformation comme arme de guerre, on va parler évidemment de ce terrain en particulier qui est celui de l'Ukraine. Comment on se prépare ? Il y a des mesures particulières. Comment on fait remonter, comment on la collecte sur le terrain et qu'on s'assure qu'elle est... Bon, ça, c'est votre travail de journaliste, qu'elle est correcte. Et comment on résiste, finalement, aux guerres d'information qu'il y a autour ? Une guerre, par définition, c'est pas seulement une guerre d'armes, c'est une guerre d'information, de communication, c'est une guerre culturelle, c'est une guerre qui est sur tous les ressorts de la vie quotidienne. Et la désinformation comme arme de guerre, j'allais dire que c'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, c'est l'information. La désinformation est importante, il faut lutter contre la désinformation. D'ailleurs, lutte contre la désinformation, c'est souvent un terme générique, on le retrouve dans des opérations d'éducation aux médias, dans des choses comme ça. Mais typiquement sur une actualité comme la guerre en Ukraine, évidemment qu'il faut être vigilant sur la désinformation, mais notre boulot à nous, c'est de faire de l'information. Donc c'est avant tout, presque en contrant la désinformation, d'aller faire de l'information. Et le principe même d'être reporter de guerre et d'aller sur des terrains, c'est justement ne pas laisser la place à la communication et la désinformation en étant sur un terrain dangereux où on va pouvoir rapporter ce qui s'y passe. J'ai l'exemple le plus terrible aujourd'hui, il n'est pas en Ukraine, il est ce matin en Soudan, où on doit évacuer des journalistes français, qui fait qu'on va avoir zéro info sur ce qui se passe au Soudan dans les jours qui viennent. Et c'est la porte ouverte à la désinformation et à tout ce qu'on voudra entendre ou pas entendre sur ce qui se passe au Soudan. Typiquement, c'est ça, la présence de journalistes sur le terrain, c'est la meilleure façon de lutter contre la désinformation. Comment on s'y prépare ? On s'y prépare en travaillant. Parce qu'il y a une chose aussi qui est très importante sur un terrain de guerre, parce que la désinformation, elle part souvent aussi, on a beaucoup parlé, j'ai entendu ce matin de très belles tables rondes sur la propagande russe, la propagande ukrainienne existe aussi. Donc le boulot de journaliste, il est quand même de se dire que, ok, il y a un agresseur et un agressé, et on est tous d'accord, mais ça ne veut pas dire que le bien et le mal sont d'un côté ou de l'autre. Donc il faut toujours faire attention à ça. Les exactions, elles existent aussi côté ukrainien. Ça ne veut pas dire que les Russes ne sont pas les agresseurs et les propagandistes aussi. Mais il n'y a pas un bon et un gentil. Et le boulot du journaliste, c'est justement de se situer sur ces terrains-là, sur ces notions-là. Et il est toujours très difficile pour nous, journalistes occidentaux, d'aller vers la partie russe parce qu'elle nous est fermée. Ou alors on va être embedded avec nos correspondants qui sont en Russie et qui vont aller à ce moment-là au plus près de l'armée russe en sachant que ce qui nous est dit n'est pas forcément juste. Mais ce qui nous est dit du côté ukrainien quand on est embedded aussi avec l'armée ukrainienne n'est pas forcément juste aussi. Donc la préparation psychologique des reporters sur ces questions-là, elle est d'abord une préparation de terrain, de documentation, de travailler avec des gens qui connaissent ça, parce que la guerre en Ukraine, elle ne sort pas de nulle part. Le Donbass, c'est depuis 2014. Les 20 dernières années en Ukraine ont été compliquées. Donc on a quand même une équipe de journalistes qui sont habitués à ces terrains-là, qui le connaissent très bien. On a des équipes sur place et des fixeurs. On a ouvert un bureau à Kiev. Donc tout ça pour dire que quand même, on a un bureau à Kiev, on a un bureau à Moscou. C'est pas des gens de la dernière pluie qui vont d'un seul coup découvrir le terrain ukrainien. Donc ils sont préparés à ça. Et encore une fois, c'est vraiment très important d'être sur place et au plus près du front également, mais pas seulement du front, pour parler vraiment de ce qu'est la vie quotidienne dans un pays en guerre. Parce qu'il y a ce qui se passe dans le Donbass, puis ce qui se passe ailleurs. Il y a comment vivent les gens, comment vivent les populations civiles. Qu'est-ce que c'est la guerre en Ukraine ? Des endroits où on vit normalement alors que c'est un pays en guerre. Des endroits où on va mesurer la dangerosité à l'écho, comme un orage qui gronde au loin. Un bombardement, ah ouais, on entend que ça pète, mais ça semble assez loin. Donc on continue à faire ce qu'on est en train de faire. Ah, ça se rapproche un peu. Ah là, c'est vraiment très près, on va aller se planquer, on va se mettre dans les abris. Ils sont plein de petites choses comme ça, et c'est tous ces petits détails qui vont composer, et pas seulement la logique des villes qui tombent ou la logique du front, c'est la logique d'un pays en guerre. Et c'est, moi je trouve, même si on a beaucoup de difficultés aujourd'hui, et ça va être ça le principal problème avec la désinformation, c'est que quand même depuis le 24 février 2022, on parle tous les jours de la guerre en Ukraine. Et tant mieux, parce que c'est la meilleure façon d'en parler, de lutter contre la désinformation. Mais aujourd'hui, il y a quand même une forme d'usure, de banalisation. On en parle de moins en moins, et c'est finalement
un peu logique. L'actualité en France a été les retraites, c'est l'actualité sociale, et donc forcément, on a une lassitude qui s'instaure, et cette lassitude s'instaurant, on va voir certainement la désinformation reprendre du poil de la bête. Mais d'une manière générale, tous les médias confondus, francophones, occidentaux, ont quand même fait une couverture exceptionnelle, je trouve, de ce conflit. Margot, votre écho de votre côté sur le terrain. Racontez-nous un petit peu votre expérience ukrainienne. Oui. Alors, je voulais juste rebondir justement sur tout ce que vous venez de dire. Moi, à mon sens, je ferais une distinction entre la désinformation propagée par le Kremlin, par des organes extrêmement organisés qui ont l'habitude de propager de la désinformation, des fake news en Russie et à l'étranger, et ce que font les Ukrainiens, c'est-à-dire verrouiller véritablement leur communication. Pour être allé vraiment sur le terrain à de nombreuses reprises, y compris aux côtés des forces ukrainiennes, ainsi que beaucoup d'autres confrères et consoeurs, quasiment tout ce que diffuse comme information Kiev ou l'armée ukrainienne est ensuite vérifié par les journalistes et les chercheurs et les diplomates, etc., étrangers qui voient ce qui se déroule, qui sont capables d'analyser, qui sont soit sur le terrain, soit qui utilisent du renseignement de sources ouvertes. Et puis, de toute façon, tous les gouvernements eux-mêmes sont capables de vérifier par eux-mêmes ce que propagent comme information les Ukrainiens. Et ce qui est ressorti de tout ça, on est quand même à plus d'1 an de guerre, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que l'écrasante majorité des informations diffusées par Kiev ont pu être vérifiées. En revanche, ce que font les Ukrainiens, effectivement, c'est un verrouillage vraiment de la communication. Ils maîtrisent leur image, ils sont extrêmement conscients de leur image. Ils diffusent quasiment quotidiennement des chiffres dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais des potentielles pertes russes, sans pour autant communiquer sur leurs propres pertes. Voilà, il y a tout un système comme ça de choses qui sont faites pour glorifier des héros ukrainiens, pour faire l'éloge de l'armée ukrainienne, des forces ukrainiennes, peut-être minimiser les pertes, etc., tout en diffusant tout un tas de choses sur l'état potentiel des forces russes. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça de la désinformation. Encore une fois, les informations qui sont diffusées par Kiev sont quasiment toutes vérifiées de manière indépendante. Donc je ferais vraiment cette distinction-là. Ce que fait le Kremlin, c'est une stratégie de désinformation, de fake news, avec de fausses images, de fausses informations. Il y a des sites web qui ressortent extrêmement fortement au Spiegel, au Figaro, à toutes sortes de médias, où il y a une petite lettre, par exemple, qui change, sauf que des gens peut-être pas trop avertis pourront cliquer dessus, pensant être sur un organe de presse européen ou occidental, et puis avoir accès à toutes sortes de fake news. Il y a toutes sortes de méthodes utilisées par le Kremlin pour diffuser à dessein des fausses informations. Et c'est contre ça qu'on doit véritablement se battre. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de méchants et pas de gentils dans cette histoire. Il y a quand même, il y a quand même un agresseur qui diffuse des fake news et un gouvernement qui maîtrise, qui contrôle son information. C'est extrêmement frustrant pour nous, je suis totalement d'accord. Il y a eu de fausses informations ou des choses qui étaient un petit peu bancales, etc. C'est extrêmement frustrant quand on est sur le terrain. Je me suis engueulée véritablement avec des responsables presse de l'armée ukrainienne, mais on ne peut pas vraiment mettre les deux exactement sur le même plan. Et attention, il y a un agresseur, un agressé. Mais je rappelle que dans un pays en guerre, notre boulot de journaliste, même si naturellement une sympathie pour aller vers les Ukrainiens, notre boulot de journaliste n'est pas de se laisser embarquer par cette sympathie. C'est ce que je disais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu faire état du fait que ce que diffusent les Ukrainiens comme information était, je dirais, à 99% vrai, grâce au boulot des journalistes qui vont vérifier sur le terrain, grâce au boulot des chercheurs, grâce au boulot de tout un tas d'organes gouvernementaux, étrangers, etc. Grâce à l'OSINT, on peut vérifier ces informations et ces fausses informations diffusées par les Russes et les Ukrainiens. Je voulais apporter un petit élément parce que justement cette structure avec les médias et le contrôle des médias en Ukraine, il a ses racines historiques, je pense, dans... Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin Information Wars de Richard Stengel, j'avais oublié son nom, qui était le conseiller diplomatie de Obama. Et il a constaté en fait une asymétrie complète dans la guerre de l'information. Alors aujourd'hui, chez les militaires, on parle de guerre cognitive. Il y a une guerre psychologique,
historiquement qui remonte à la guerre d'Alger. Enfin, Alexandre, bien le micro. Ouais, collé pardon. le plus, voilà. Guerre d'Algérie. Et on est passé maintenant à une guerre qu'on appelle guerre cognitive, en quelque sorte. Donc c'est le terme que les militaires emploient. Et on était débordés, enfin les États occidentaux étaient assez débordés sur ça, parce que eux n'employaient pas ces stratégies-là tout de suite, n'étaient pas les premiers à les employer. Et surtout dans la communication officielle, un ambassadeur russe, un ambassadeur chinois va poster des posts très agressifs sur les réseaux sociaux. Et en réaction à ces posts, l'administration américaine, c'est ce qu'expliquait Stengel dans son ouvrage, devait d'abord faire valider par tout un processus démocratique décidé, de comment fonctionne la communication de l'État et de la diplomatie américaine, devait faire valider et certifier leur communication, leurs tweets ou leurs réponses sur les réseaux sociaux. Et du coup, la désinformation avait déjà le temps de circuler largement, avant même qu'une réponse officielle ne puisse être faite parce qu'elle n'était pas encore validée. Et donc tout le travail de Richard Stengel a été de coordonner avec l'aide des fact-checkers indépendants, donc des ONG, OSINT, mais également des médias. Et il a impliqué les médias. En fait, ils ont créé des structures formant des journalistes en Ukraine. Les Américains ont fait ça après les événements de 2013-2014. Je parle d'Obama, etc., parce qu'on est dans les événements de 2013-2014 qui ont déclenché la guerre en Ukraine initialement, en fait. Et donc là, on avait une campagne de désinformation russe qui arrivait à faire croire que c'était que les soldats russes qui étaient en train d'aller en Crimée étaient de simples touristes, enfin j'exagère un peu, mais qui étaient pas du tout des soldats russes, qui étaient des milices Ils étaient arrivés locales. sans signe distinctif de reconnaissance. Ouais. Et en fait, on a récemment, là en 2021, le Wagner Gate qui est sorti, c'est-à-dire qu'il y a les services secrets ukrainiens, le GUR-MOU, il s'appelle, qui ont réussi à faire une opération où ils ont réussi à récupérer 33... Ils ont fait seulement de recruter des miliciens pour Wagner. Ils ont récupéré 33 candidats miliciens Wagner, et ils ont donné un CV, évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter de rejoindre notre super milice? Et donc dans le CV, il y avait tous les événements qui prouvaient que l'armée russe était vraiment intervenue en territoire ukrainien dès 2013-2014. Et donc, dans ce contexte-là, les Américains disaient « mais on est totalement débordés », et les Ukrainiens demandaient de l'aide et ne savaient pas comment faire. Et les Américains ont investi dans la formation de journalistes sur place et la création de liens d'État avec les journalistes, dans le but de créer non pas des structures... Mais là, on pourrait se dire qu'ils sont instrumentalisés parce qu'on a mis de côté l'Occident. Mais... Et là, c'est intéressant parce que ce n'est pas une structure qui avait comme vocation de faire de la désinformation ou de l'information de guerre, c'était une structure qui avait comme objectif de former des vrais journalistes au fact-checking. Oui. Et les Ukrainiens sont très forts en fact-checking. En fait, il y a maintenant des gens qui sont formés au fact-checking. Mais là, il peut y avoir aussi une contestation. Justement, allez-y, pardon. Oui, juste, je voulais rebondir sur ce que vous disiez très justement, dans le sens où moi, ce qui m'a vraiment frappé en Ukraine, c'est vraiment non seulement l'existence, mais la qualité également des garde-fous contre la désinformation. Il faut quand même se rappeler que Zelensky n'était pas forcément extrêmement populaire au début de la guerre. Il y a beaucoup déjà d'opposants au gouvernement actuel ukrainien. Il y a des gens qui ne le trouvaient pas forcément légitime, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont formés. Aussi, il y a énormément de corruption, etc. Et donc, il y a toutes sortes de gens qui vont soit être des journalistes formés au fact-checking, qui vont être des membres de la société civile extrêmement versés dans l'OSINT, dans le recueil d'informations, dans l'exploitation d'informations, etc., qui vont être des gens qui sont des spécialistes de l'anticorruption, qui vont être des gens qui vont aller vérifier toutes les informations diffusées par Kiev, et qui sont des garde-fous. Il n'y a pas, en Russie, tous les gens qui font ça atterrissent en prison ou sont partie de la diaspora, sont contrôlés, vivent dans la peur, etc. Il y a vraiment cette différence-là. Dans le régime de Kiev, on est quand même en Ukraine, pardon, on est quand même dans un pays où il existe énormément de gens qui sont capables, des gens ukrainiens, des étrangers, des journalistes, des chercheurs, tout un tas de gens qui ont accès au territoire ukrainien, qui sont capables de vérifier les informations. Cela n'existe pas, ou existe très peu, et de manière extrêmement contrôlée et, en Russie. Donc on ne peut pas vraiment... J'ai jamais dit le contraire. Hein. Oui, je parle à tout le temps. Une chose importante aussi, c'est la temporalité de la Cour pénale internationale. On l'a jamais vu travailler aussi vite. C'est-à-dire que après Boutcha et Irpin, aussitôt, on a eu 40 enquêteurs dépêchés par le parquet de la Cour pénale internationale sur place, avec des moyens, gendarmerie internationale, avec le parquet de Kiev, avec Amnesty International qui est aussi allé enquêter aussitôt, en fait. Je veux dire, dans les semaines qui ont suivi.
Ça, mine de rien, c'est quand même un frein important pour la désinformation, parce que quand on a des gens qui déjà enquêtent en temps réel sur le terrain, ça calme un peu les ardeurs de la désinformation en face aussi. Ça, c'est un sujet qui est très important. Mais aujourd'hui, là où les Russes contre-attaquent, ils ont un travail de propagande qui était très fort, notamment dans les milieux russophones au sud, dans les régions d'Odessa, Kherson et dans ces régions-là, mais aussi évidemment en Russie, puisque très vite, après l'éclatement de la guerre, la chaîne Dutch, qui était la principale chaîne indépendante très forte, avec une forte audience, a été fermée. Ils ont été obligés d'aller à l'étranger. Et bien aujourd'hui, la pression, puisque Poutine a bien compris que les journalistes occidentaux faisaient un travail assez fort et qui était suivi, qui faisait de l'audience, maintenant s'en prend aux correspondants en place à Moscou. Il y a un système de terreur qui est instauré aujourd'hui auprès des correspondants, un correspondant anglophone qui faisait un travail remarquable d'enquête sur Wagner et sur comment les Russes s'armaient et comment les milices de Wagner étaient armées, a été emprisonné. Il va être jugé. Il est inculpé pour espionnage. De nationalité américaine. Hein, donc, de nationalité américaine. Il travaille pour The Guardian et New York Times. Et là, il va être jugé, mais on craint le pire parce que finalement, on n'arrive pas à intervenir. Et qu'est-ce que ça fait ça ? Quel est le premier effet ? Les correspondants sur place sont plus très nombreux. Hein. Il y a Le Monde avec Benoît Wittkin qui a un bureau. Il y a Radio France, Sylvain Tronchet. Et donc, comment réagissent... Le Figaro aussi, pardon ? Non ? Oui, je ne sais plus qui est correspondant. Alain Berluet et Julian Colling. Quel est l'effet immédiat ? Il y a d'autres bureaux. Quel est l'effet immédiat sur ces bureaux-là ? C'est de faire attention. De faire attention à l'expression sur les réseaux sociaux, de faire attention à l'endroit où on va en couverture. Notre journaliste, avec sa fixeuse, ont déjà été arrêtés à 3 reprises sur un terrain de reportage, où ils étaient arrêtés. Donc, tactique d'intimidation. Exactement. Mais on a dit quand même tout au long de cet après-midi que les fermatrolls, il y a une quasi-industrialisation de la manipulation par les Russes. Donc ça marche. On a même des manipulations antérieures de Brexit ou Trump, si on veut élargir un petit peu. Néanmoins, des phases, des contre-offensives, à l'instar de ce que vous avez dit sur les Ukrainiens, ça montre que ça marche, parce qu'ils se sentent suffisamment menacés pour maintenant mettre la pression sur les correspondants étrangers. Il y a une asymétrie, mais ça commence à... Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont touchés ? Vous disiez... Touchés, je ne sais pas, mais en tout cas, ils voient bien que... Au départ, ils se moquaient totalement des correspondants, très honnêtement. Ce qui les intéressait, c'était l'information donnée en russe vers les populations russes. Ce que pouvaient raconter les correspondants occidentaux vers l'Occident, ça entrait dans la campagne de guerre civilisationnelle de la Russie contre l'Europe. Donc, c'était pas grave. C'était les Occidentaux, ils sont avec l'Ukraine, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent du moment que ça s'adresse à leur pays. Et puis là, l'étau se resserre, alors justement parce qu'on a changé de position, de point de vue, et on commence à se demander si en effet ce que disent les Occidentaux, ça finit pas par le biais des réseaux à revenir, parce que aussi des journalistes russes sont allés côté occidental, et aussi beaucoup qui étaient à Riga, qui étaient en Géorgie, et aussi les Occidentaux les aident à monter des médias à l'étranger qui sont diffusés en russe vers la Russie. Et donc là, la guerre de l'information devient extrêmement forte et les taux, en effet, se resserrent. Autre chose très importante, et je vous laisserai la parole ensuite, mais à Radio France, on est doté de la cellule investigation. Et une cellule d'investigation, comme son nom l'indique, ce sont des enquêteurs qui sont avec le consortium international des journalistes d'investigation et qui là a travaillé avec Forbidden Stories. Alors d'un mot, Forbidden Stories, c'est une ONG qui a décidé de reprendre les travaux des journalistes assassinés partout dans le monde et de poursuivre leur enquête. Parce que souvent, c'est pas les reporters de guerre aujourd'hui qui sont les plus souvent assassinés, ce sont les journalistes d'investigation contre les cartels de drogue au Mexique, contre les systèmes de corruption, on l'a vu à Malte ou même en Bulgarie, en Europe. Donc ils reprennent le travail des journalistes assassinés et ils poursuivent leur enquête. Ça s'appelle Forbidden Story. C'est une ONG qui est devenue assez puissante en 5 ans. Avec Forbidden Story, Radio France et une dizaine de médias européens, dont Haaretz aussi en Israël, a monté une enquête qui s'appelle Story Killers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Story Killers. Story Killers, c'est une officine qui est basée à Tel Aviv et qui travaille sur la désinformation et qui a donc plusieurs clients, qui peut intervenir sur des scrutins en Afrique, et qui avait justement la Russie un peu comme client.
Et donc, Story Killers, on a eu l'illustration avec un journaliste qui a été démis de ses fonctions, un journaliste de BFM. BFM n'est pas incriminé là-dessus, c'est le journaliste qui avait été approché par l'officine et qui, alors qu'il faisait la tranche minuit, 5 heures du matin, un moment où il n'y avait pas de rédacteur en chef, entre minuit et 2 heures, balançait une fausse info qui échappait à tout contrôle, de 30 secondes avec des images, des fausses infos qui n'étaient pas forcément méchantes, mais sur des oligarques russes ou sur des... Qui était ensuite reprise. Et qui étaient viralisées par les réseaux sociaux derrière avec la crédibilité, chaîne d'infos française, BFM. Évidemment, on a cet exemple, il y en a des dizaines partout dans le monde. Cet exemple a été vu. La cellule d'investigation a prévenu la direction de BFM, qui a donc mis à pied son journaliste et l'a licencié pour faute grave. Mais c'est vous dire comment fonctionnent ces officines-là. Et heureusement, Story Killers, je vous invite tous à regarder, à lire, parce que je peux pas résumer en 3 minutes 50 pages de publication et 6 mois d'enquête, mais c'est vertigineux. Alexandre. Je voudrais rajouter sur ça parce qu'il y a d'autres méthodes qui existent et c'est une des méthodes. On parle souvent du commandant Wagner par exemple en s'imaginant les mercenaires prêts à tuer, etc. Wagner, ils ont aussi fait une opération de com en Centrafrique. Je vous invite à regarder si vous voulez voir. L'IRSEM a fait un super rapport à ce sujet. Alors l'IRSEM, c'est un institut qui lutte sur ce terrain-là de la désinformation, c'est un institut public, un service public français. Donc on a un petit dessin animé de 2 minutes destiné aux enfants, où on voit l'éléphant qui représente la Centrafrique, qui est en train de cultiver son champ, et des méchantes hyènes européennes, enfin des hyènes, qui arrivent et qui attaquent l'éléphant, qui volent ses récoltes. Et là, il y a un lion qui essaye de chasser les hyènes, mais qui n'y arrive pas. Et tout d'un coup, venu du nord, un ours venu d'un pays allié du nord, cryptique, hein, on arrive comprend pas ce que ça veut dire. pour les sauver. Et c'est un petit dessin animé qui dure 2 minutes 30. Et ils font vraiment une propagande c'est un petit dessin animé pour enfants. Et ça a été produit par Wagner. Ils avaient un autre dessin animé où ils ils attaquaient la France directement, plus manifestement avec des humains. Et donc en fait, ils ont des stratégies de communication aussi sur ça. Ils produisent des contenus. Je pense qu'on se focalise beaucoup sur la Russie. Il y a la Chine aussi qui est extrêmement active, mais qui a des techniques, qui a la technique Belt and Road. Enfin, c'est l'ancienne voie de la soie là qu'ils ont essayé c'est leur politique, hein, BRI, où ils essayent de créer une influence, on va dire, jusqu'à l'Europe. Et une influence plus diffuse, qui est pas. Ils ont choisi plusieurs choses. Ils ont un soft power. Ils y vont par soft power, mais par exemple, sur la médecine traditionnelle chinoise, au niveau de l'OMS, ils ont une stratégie offensive de communication médiatique dessus. Ça fait partie de leur stratégie, de leur tactique. Ça aussi, ça a été noté dans le rapport IRSEM. Il y a un super rapport, mais il fait 600 pages, il est super long à lire. Alors, est-ce qu'on peut parler véritablement de guerre pour la Chine ? Justement, c'est une guerre économique, en quelque sorte. Ouais. Là, on rentre dans la guerre économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces stratégies sont également employées... on est dans ce qu'ils appellent la guerre cognitive. Hein. C'est l'IRSEM qui l'a produit, c'est les stratégies militaires. Hein. Et on a également, je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais moi ça m'avait marqué, c'était le 50 Cent Party, qui lui est beaucoup plus pour le contrôle de la population interne. Toujours en Chine donc. Ouais, c'est toujours en Chine. Alors ça, c'était les Chinois qui étaient payés 50 cents par jour pour tweeter à fond, pour faire des messages à fond. Et là, la stratégie était assez originale parce que le but n'était pas de créer de la confusion, comme on a dit au début. Là, le but était tout simplement d'éviter l'attention sur des scandales ou des problèmes graves dans le pays. Donc, ils choisissaient les événements marquants de l'année, la Saint-Glinglin, quoi. Enfin, des événements qui n'ont aucune importance en soi, que personne des fêtes, comme ça, locales. Et tout le monde parlait que de cette fête sur les réseaux sociaux de partout. Du coup, on avait l'impression que c'était un événement super important et les médias commençaient à en parler, etc. Parce que c'était l'événement qui avait lieu en Chine. Alors qu'en fait, c'était pas du tout. Voilà. Donc, tous les moyens sont bons. Ça permet de noyer une information sur la Chine. C'est des techniques donc, il y a vraiment une guerre de l'information qui a pris une dimension très large. On n'imagine pas la dimension que ça a pris et dont on n'a même pas conscience des fois parce qu'on a l'impression que c'est juste des tas de tweets sur la fête de Noël en Chine. Alors concrètement, comment est-ce qu'on lutte Eric, vous l'avez dit. Donc, non, je voulais simplement dire qu'on parlait de la guerre en Ukraine, mais la désinformation sur la guerre en Ukraine, c'est pas seulement de la propagande russe vers les Ukrainiens ou vers les Russes. Elle est extrêmement forte sur l'Afrique.
Et ça, c'est aussi un sujet majeur, essentiel. Le sentiment anti-européen ou anti-français dans la population africaine francophone, où on voit les miliciens de Wagner et puis les Russes intervenir, il y a là aussi quelque chose de très fort en termes de propagande et de désinformation qui est en train de jouer son œuvre. Et là aussi où il y a désinformation géopolitique, c'est quand finalement Moscou laisse entendre dire qu'ils ont avec eux la Chine, l'Inde, l'Iran, les pays africains, enfin une sorte de ligne du Sud, le Brésil à l'époque de Ce bloc, il existe Bolsonaro. ou c'est un narratif? Comme toujours dans les fake news, il y a une demi-vérité. Ouais. Ils se sont abstenus au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la Russie. C'est là la nuance. Très bien. Mais écoutez, on vous applaudit tous les quatre. C'est allé très vite. Mais vous savez qu'on est très attachés aux questions que vous pouvez poser à nos experts. Je suis sûr qu'il va en avoir. Allez, qui se lance? Oui, j'arrive. C'est où? Et ensuite, derrière. Très bien. Oui, bonjour. Vous aviez expliqué juste avant que le conflit en Ukraine, il avait commencé bien avant, et je pense que vous faites référence à l'invasion de la Crimée, voilà, qui était pré-Covid, si je me souviens bien. Et personnellement, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de désinformation de façon à noyer le poisson concernant les vaccins, etc., pour l'Occident, notamment pour la promotion dire que tous les vaccins produits en Europe étaient mauvais, mais que celui de Sputnik était bon. Est-ce que ça fait aussi partie de cette stratégie de communication, d'armes de guerre, si on peut dire ça comme ça? Et ma deuxième question, c'est, vu que ces chaînes de propagande, si on peut dire ça comme ça, que sont RT France, si je me souviens bien, et Sputnik France, ont été bannies du réseau européen, est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a été efficace? Et comment vous pouvez le mesurer? Merci. Ouais, alors, effectivement, c'était bien en 2013-2014 qu'il y a eu les premiers événements en Ukraine. Je vais d'abord répondre à la deuxième question parce que je la trouve très intéressante. C'est une question que je me pose aussi. C'est-à-dire que comme on a déstabilisé totalement un système russe qui était en place, pour l'instant, moi, je ne sais pas si d'autres ont vu des choses apparaître. Moi, je n'ai pas encore vu comment ils se redéploient totalement. Je sais que ils essayent de maintenant, il y a des doppelgangers. C'est l'opération qu'ils ont appelée comme ça, ça veut dire double en allemand. Hein. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'imitations de médias français, de médias occidentaux, avec des titres qui ressemblent aux médias occidentaux, qui circulent sur les réseaux sociaux, genre je fais un faux titre BFM. Ils ont même acheté des noms de domaine de sites qui ressemblent à un nom d'un média connu. Je crois que c'est 20 minutes en France qui a été la cible. Voilà. Mais il y a ça dans toute l'Europe, l'Allemagne a été très ciblée aussi. Donc ils ont une stratégie, maintenant ils redéploient un peu comme ça, mais ils n'ont pas d'officine médiatique à ma connaissance. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui savent. En revanche, en France, justement, quand Sputnik, RT France et Sputnik, etc., ont été bannis de France, bizarrement, juste après, il y a un nouveau site web qui est apparu, un nouvel organe médiatique qui s'appelle Omerta, qui est un organe d'extrême droite qui relaie toute la propagande russe, qui est financé par un mec qui habite et fait du business en Russie, qui a une société privée de sécurité, de sûreté en Russie, dont le rédacteur en chef est un ancien journaliste de Paris Match qui, voilà, bref, assez controversé, donc tout cet organe de presse relaie non-stop la propagande russe, notamment sur la guerre en Ukraine, et relaie aussi tout un tas d'autres choses, voilà, complotistes, qui a trait à la politique française, à la société française, etc. Tout cela sur fond d'extrême droite. Voilà. Donc ce média-là se targue, en tout cas, d'avoir un certain nombre de vues sur son site, d'avoir beaucoup de traction, et donc on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes qui suivaient RT France et consorts se sont tournées vers ce média, Omerta. Mais ce n'est bien sûr pas le seul. Il existe ici en France, et il existait déjà ici en France tout un tas d'autres organismes qui déjà se faisaient les relais de la propagande russe. Il y a un certain nombre d'instituts, de think tanks, etc., voilà, dont on connaît mal les finances. Et il y a tout un tas de personnes ici en France qui déjà commençaient à relayer la propagande russe.
Et puis, il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui évoquait ça déjà, mais vous peut-être, mais cette idée de confusion, c'est-à-dire que depuis plus d'un an de guerre, avec toutes ces informations contradictoires qui circulent de partout, avec des faux sites web, des médias qui vont relayer des informations parfois un peu rapidement, etc., il y a la plupart des gens, en tout cas moi quand je parle à la plupart des gens que je connais, journalistes, pas journalistes, qui suivent l'Ukraine, qui ne suivent pas forcément jour après jour l'Ukraine, la plupart des gens n'ont plus l'impression de maîtriser le sujet, n'ont plus l'impression de savoir véritablement ce qui s'y passe, si on doit négocier ou non avec la Russie, et puis après tout pourquoi pas, etc. etc. Et tout ça, c'est le résultat de cette multitude d'informations et de désinformations qui circulent depuis plus d'un an. On l'a vu notamment avec l'intervention de Ségolène Royal qui disait qu'après tout, je ne sais plus si elle parlait de Boutcha ou Mariupol, enfin voilà, c'était finalement de... Mariupol. Mariupol, que finalement on n'avait pas les preuves, que ça pouvait être aussi de la désinformation ukrainienne, tout ça, ce sont des discours du Kremlin qui sont relayés par des figures françaises, des chercheurs, des politiciens ou anciens politiciens, etc., etc. Donc en fait l'influence russe elle est toujours extrêmement présente et lorsque ces médias, RT France, etc. ont disparu, de nouveaux médias, de nouveaux sites web, etc. sont apparus et se font allègrement les relais de cette désinformation. La Chine fait ça avec les Ouïghours aussi, par exemple. La Chine a aussi des influenceurs sur les Ouïghours, par exemple à l'extrême gauche, il y a un Maxime Vivas qui est très connu pour ça. Maintenant, la deuxième partie de la question, il n'y a pas répondu vraiment, c'était par rapport aux vaccins, enfin aux anti-vax et aux crises Covid, etc. La Russie a eu plusieurs étapes de stratégie. Alors premièrement, elle a une stratégie associée à la Chine, anti-américaine, où ils accusaient Fort Detrick d'être à l'origine de la pandémie. Ça, c'était principalement une stratégie de diversion chinoise au départ, mais la Russie s'y est grandement associée. Et je pense que le concept général qu'on peut nommer pour la Russie, c'est l'astroturfing. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les points de discorde dans un pays, l'endroit où c'est tendu, les éléments qui tendent un pays, et vont surfer dessus. Ils vont créer des camps et polariser les camps. Ils ont été très actifs sur les vaccins, effectivement. On a eu, je ne sais plus quel youtubeur, il y avait un youtubeur connu qui a dit avoir été approché, je ne sais plus lequel, je ne sais plus son nom, je suis désolé. Ouais, Dirty Biology, c'était, ouais. Donc Dirty Biology qui a dit avoir été approché pour pouvoir dire du mal des vaccins Pfizer, par exemple. Ce qui est intéressant, j'ai repéré dans l'association franco-russe, Dialogue franco-russe, il y avait Alexandra Henriot-Code qui avait été invitée. Et c'est très drôle parce que j'ai mis ça sur mon Twitter pour ceux qui veulent essayer de le retrouver. Je vais le repartager comme ça les gens le verront. Il y avait Alexandra Henriot-Code qui était invitée et le médecin du maire de Moscou, enfin le médecin officiel de la mairie de Moscou, je ne sais pas exactement quel était son statut, qui parlait en visioconférence. Et donc là, on a Alexandra Henriot-Code qui hoche la tête et qui dit oui à quelqu'un qui dit qu'il faut se faire vacciner, qui déteste les gens qui désinforment, qui ne supporte pas tous ces gens. Et il a presque de la haine dans sa voix, il était presque prêt à leur casser la gueule, quoi. Et Henriot-Code qui hoche la tête. Voilà. Donc c'est assez drôle, parce que oui, effectivement, il y a eu... je pense qu'ils ont essayé d'agréger tout ce qu'il y avait des mouvements anti-vax, etc., de les diffuser, de les amplifier. J'en ai moi-même été un petit peu une partie, entre guillemets. Je l'assume totalement. Je décide, malgré toutes les réticences que j'ai, malgré tous les problèmes que ça pose, je me dis que comme les gens sont exposés à ces contenus, je préfère y aller. Donc j'ai été invité par RT, j'étais invité par Sputnik durant la pandémie, sur des thématiques clivantes, évidemment. Ce qui permettait de toucher un auditoire qui était déjà à moitié convaincu qu'il y avait de théories parfois très farfelues. Ça permettait peut-être de bousculer un peu les lignes, ou au moins de s'adresser aux personnes qui sont là-dedans. Donc je suis intervenu sur Sputnik et sur RT. J'ai vu comment ça se passait, comment c'était organisé. Ils ont essayé de faire un débat entre moi et Aberkan, par exemple. Bon, Aberkan leur a mis un lapin. Il s'est dégonflé, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc il y avait cette logique d'inviter pas seulement un camp, mais d'inviter les deux camps, pour arriver à créer une polarisation, d'arriver à créer une sorte de haine plus forte dans le pays. C'est quelque chose qui est très utilisé, ils surfent toujours, alors ils ont des médias, il y a un écosystème de désinformation russe qui cible différents types de médias, ils vont cibler les médias d'extrême droite ou d'extrême gauche principalement, dans les différents pays. Ils vont leur donner des informations, ils vont essayer de les aider, etc. Contribuer aussi, ils se servent de ce qui est existant dans le pays pour arriver à avoir une influence.
Alors, on va prendre une question, monsieur. Oui, alors moi, c'est pas trop une question, ce sera plutôt des précisions. Je suis impacté par la guerre en Ukraine parce que j'ai de la famille en Russie. Et je sais, de par les échanges qu'on a eus, qui sont de plus en plus tendus à cause de la désinformation comme arme de guerre, finalement. Je sais par exemple que Poutine, ancien agent du KGB, connaissait très bien comment changer l'information. Et les Russes, le problème, c'est que les Russes ont été les premières victimes de cette désinformation depuis les années 2000. Depuis la guerre du Daghestan, on a eu Poutine qui a commencé à critiquer les oligarques qui étaient contre lui. Et ces oligarques, comme en France, on va dire un petit peu, ont les médias d'information. En les critiquant, il a réussi à prendre l'emprise de quasiment toute l'information. On avait eu juste des choses comme Novaï Gazeta, qui est resté assez indépendant. Mais à cette époque-là, du coup, les Russes, ce qu'ils ont fait, c'est que beaucoup ont gardé quand même la confiance dans les médias, même s'ils étaient russes. Ce qu'on voit maintenant, et même avec la crise du Covid, c'est qu'ils ont beaucoup plus de mal à accepter ces choses-là, et ils résistent, mais de façon très inconsciente, je vais dire. Par exemple, pour le vaccin Sputnik, quasiment aucun Russe ne s'est fait vacciner sur le vaccin Sputnik. Ils n'en ont pas confiance. La seule chose dont ils ont confiance, c'est dans la parole de Poutine maintenant. Parce qu'il y a eu un coup de la personnalité, des choses comme ça. Et depuis le lancement de la guerre, ce qu'on voit, c'est que la responsabilité, c'est plutôt sur les autres personnalités de type les militaires, les choses comme ça. C'est ce qui a été vu quand ils ont commencé à faire la mobilisation, où on a eu un rejet de la population de la mobilisation, mais un rejet silencieux, surtout dans les régions plutôt éduquées de la Russie, pas forcément dans les régions assez pauvres, où ils ont besoin de l'armée pour vivre. Et donc du coup, il y a eu cette résistance au début qui s'est vite disparu. Hein. On l'avait vu au tout début, c'était contre la guerre. Maintenant, la résistance se fait sur les chaînes Telegram. Et en fait, on a quand même dans les sondages une proportion à garder Poutine à cause de son culte de la personnalité. Mais tout ce qui est autour de Poutine, les Russes s'en méfient. C'est pour dire qu'en fait, finalement, même dans les États totalitaires, en France, on est plutôt protégé. Même dans les États totalitaires, on commence à ces stratégies de désinformation n'arrivent plus à faire comprendre à la population ce qu'on voudrait qu'elle aille. Merci. Ouais, bah merci pour la précision. Il y a une stratégie d'usure aussi qui existe. Moi, j'aime bien revenir à l'histoire pour ce genre de choses. On n'est plus comme aujourd'hui. Là, on est dans une guerre cognitive avec des méthodes très modernes, etc. Mais historiquement, il y avait, alors, au tout début, la guerre de l'information, elle se faisait pas sur la population. Elle se faisait entre agents secrets. Vous avez un bouquin super intéressant avec Cassidy's Run où les Américains ont essayé de faire du contre-espionnage contre les Russes en leur fournissant des informations secret défense américaines, du vrai et un peu de faux, de manière à ce que les efforts de recherche russes sur les armes neurotoxiques aillent dans des impasses. Donc en fait, ils leur filaient regardez, on a trouvé une nouvelle molécule, et en fait la molécule, ils avaient déjà cherché pendant 5 ans dessus, et c'était une grosse impasse. D'ailleurs, on pense que c'est ce qui a amené à la fabrication des Novichok. Certains experts pensent d'ailleurs que c'est peut-être même par un raté de cette opération qui s'appelle l'opération Shocker qu'on est arrivé au Novichok. Donc au début, c'était très confiné. Alexander, on va prendre une dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, bonjour. Ouais, en tant qu'Ukrainien, une question qui me préoccupe beaucoup, c'est pourquoi certains Français sont contre l'armement des Ukrainiens. C'est le réussite de la propagande russe. Tout à fait. C'est le fait que les gens sont mal informés. On va laisser Margot et Eric répondre. Merci. Je pense que l'une des raisons, c'est justement cette multitude d'informations et de désinformations qui nous parviennent. C'est ce qu'on racontait tous auparavant. C'est-à-dire que moi, de plus en plus, j'entends ce discours-là. Et finalement, si on négocie avec Poutine et qu'est-ce qu'il y aurait de mal à finalement, est-ce que l'Ukraine oublie un petit peu la Crimée et puis sans doute un petit peu du Donbass, etc. Parce qu'il y a cette information qui pénètre ici en France, et pas seulement en France, hein, d'ailleurs,
dans tout plein d'autres pays également. Et les gens ne savent plus quoi penser. On ne sait plus réellement si on ne fait qu'accéder à ce... Enfin, en fait, si on ne fait que regarder la télé et accéder à tous ces médias, finalement, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On ne sait plus ce qui se passe véritablement sur le terrain. On a oublié un petit peu la genèse du truc qui est quand même l'agression d'un pays sur un autre pays et une véritable invasion, des territoires confisqués, annexés. Et on oublie un petit peu le fondement de tout ça pour se perdre dans des détails, dans des informations qui parfois n'en sont pas. Et donc, il y a énormément de gens qui ne savent plus tout simplement où on est et qui ont peur tout simplement qu'on se fasse embrigader dans une guerre qui ne nous concerne pas. Pourquoi nous concernerait-elle ? Finalement, l'Ukraine, ça ne nous regarde pas, ça nous coûte énormément d'argent. En France, nous avons des crises sociales quand même assez graves qui donnent lieu à de nombreuses contestations, etc. La France va pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont pas très bien ici en France. Pourquoi est-ce qu'on dépenserait autant d'argent et on livrerait autant d'armes à l'Ukraine, etc., etc. Ça, c'est des discours qui sont très présents. Et ils résultent notamment de cette désinformation, de cette multitude d'informations qui nous parviennent et qui finalement créent cette confusion qui fait que finalement, après seulement un an, évidemment, c'est pas un an de guerre, on l'a bien sûr tous rappelé, ça fait quand même depuis un certain nombre d'années que tout cela dure, mais un an depuis ce qu'ils appellent le full-scale invasion, l'invasion du 24 février 2022. Voilà, c'est quand même un temps très court et déjà, on est noyé dans l'info, on ne sait plus où on en est. Enfin, moi, c'est tout bête, hein, mais c'est la nature humaine. C'est des gens qui, tout simplement, ont peur que tout ça traîne en longueur et ont oublié un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi il faut aider l'Ukraine et en quoi ce conflit nous concerne et pourrait avoir de graves conséquences également sur le reste de l'Europe. C'est l'analyse la plus juste, on la partage tous ici et j'ajouterais simplement la temporalité de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a un an, vous pouvez être sûr que si on posait cette question-là à l'opinion publique, elle y était favorable. Parce que on était dans l'émotion, on était dans Boutcha, on était dans la fameuse colonne qui avançait, on avait la sensation de Russes qui allait écraser des innocents ukrainiens et que là, pour le coup, l'opinion publique était mûre pour ça. L'opinion publique n'est plus du tout mûre aujourd'hui pour cela. Parce que comme l'a très bien expliqué Margot, et j'ajouterai rien là-dessus, il y a toute une confusion qui est arrivée et on manque peut-être d'informations aussi. Puis savoir ce qui se passe en Ukraine, si les journalistes ont la responsabilité d'informer, il y a aussi la responsabilité de s'informer. Et donc ça demande du temps de s'informer. C'est aussi un investissement. On ne peut pas se contenter d'un bout à la radio, d'un article sur un réseau social ou d'une image à la télé. C'est au moins multiplier les sources, lire, s'intéresser. Et dans nos vies quotidiennes, on n'a pas le temps pour ça. Et ça favorise évidemment le statut de confusion dans lequel on est entraîné ensuite entre information et désinformation. Je sais, je suis bavard, mais je veux juste rajouter un dernier petit point. Il y a un dossier qui est sorti dans Disinfowatch, qui est sorti il y a un mois, qui montre où ils ont réussi à démanteler les opérations du GRU de désinformation au Canada, pas en France. Et ils avaient quotidiennement des directives sur ce qu'il fallait faire. Et un des objectifs tactiques du GRU était de créer une situation où on n'a plus envie de donner d'aide militaire à l'Ukraine. Donc c'était la cible principale, l'objectif principal du GRU dans une campagne de désinformation qui a été démantelée récemment. Et pour vous montrer qu'il y a quand même un peu de soutien, je suis co-signataire d'une tribune qui est sortie dans Le Monde. Guerre en Ukraine, seule l'aide militaire massive à Kiev permettrait une solution diplomatique rapide. Voilà. Merci à tous les quatre. Bravo pour la qualité de vos interventions.